Est-ce que je suis un auteur légitime? Je sais pas. Est-ce que je suis auteur? Oui, j'ai écrit, je suis auteur. Ok, mais est-ce que je suis un auteur légitime? Est-ce que je suis un bon auteur? Bonsoir à tous. Ah bah oui, bonsoir, parce que j'enregistre cette intro un soir, et puis qui me dit que vous écoutez ce podcast le matin, hein? Donc voilà, bonsoir à tous, et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris, et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous êtes autant passionné par les métiers créatifs que moi, que vous comprenez l'anglais et que vous êtes obsédé par la pizza, alors Creative Pep Talk est fait pour vous. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyGPizza. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec l'illustrateur de talent, j'ai nommé Benjamin Floux. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'illustration française, alors il est fort probable, selon moi, que vous ayez un jour croisé ces magnifiques images. Qu'il s'agisse d'un jouet pour la célèbre marque Jeko, d'une série d'illustrations pour Astrapi, d'une illustration éditoriale dans Télérama ou d'une campagne de publicité pour Airbnb, en matière d'illustration, Benjamin ne se cantonne pas à un seul créneau et son travail est visible un peu partout. D'ailleurs, en parlant de ça, après l'animation, la publicité, la communication et la presse, c'est désormais dans le monde de l'édition que vous pourrez aussi le retrouver. Car oui, Benjamin est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La 1000 éclats dorés, son premier livre en tant qu'auteur. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais dès la première minute de l'interview, sans vraiment introduire le sujet, je fais une référence à son livre. Vous êtes désormais prévenus, quand je fais mention de La 1000 éclats dorés, il s'agit bien là de son premier livre. C'est la première fois sur ce podcast que j'avais l'occasion de parler du milieu de l'édition avec l'un de mes invités. Du coup, on parle pas mal de ça. De la discipline nécessaire à l'élaboration d'un livre, du plaisir de l'écriture et de sa passion pour la recherche documentaire, on aborde aussi les questions de la réalité économique liée à l'édition, et on aborde même l'épineuse question de la légitimité à la française. Et puis, on parle de plein d'autres trucs, mais pour ça, je vous laisse découvrir par vous-même. Benjamin habitait autrefois à Paris, c'est comme ça qu'on s'est connus, mais depuis 2 ans, il habite dans le sud de la France. Au pot d'échappement de la capitale, il préfère désormais le pastis et le soleil de Marseille. On se demande pourquoi. Mais comme Benjamin était de passage à Paris cet été et que cela faisait un bout de temps que l'on ne s'était plus vu, d'une pierre deux coups, j'en ai profité pour l'interviewer. Alors, sans plus attendre, voici ma discussion avec Benjamin Floux. Bonne écoute. Benjamin, bienvenue. Ouais, merci de me recevoir. Écoute, ça me fait super plaisir parce que t'es comme la 1000 éclats dorés. Très rare parce que maintenant t'as déménagé à Marseille. C'est ça. Et avant, on s'est connus à Paris, donc on se voyait un petit peu plus souvent. Et là, t'es de passage et je suis vraiment ravi que tu m'aies écrit que t'allais passer. Donc, merci à toi. C'était avec plaisir. C'est vrai que ça fait peut-être bientôt 2 ans qu'on s'est pas vu ou 1 an et demi. Et oui, je pense que c'était nécessaire, quoi. Carrément, ça me fait trop plaisir. Bon, tu connais la première question maintenant. J'avoue, j'ai oublié. Je te dis, ça fait quelques temps que j'ai pu écouter le podcast. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Qu'est-ce qui me motive à sortir du lit le matin? C'est vrai que c'est ça. Tu vois, je m'étais déjà fait des réponses dans ma tête en écoutant le podcast. Je me dis, qu'est-ce que je vais répondre à ça et tout. Et puis là, j'ai complètement oublié ce que je me disais que je répondrais. Ce qui me pousse à sortir du lit le matin, c'est, en général, en fait, la veille au soir, je me dis tout ce que je vais faire dans la journée le lendemain. Donc, je me réveille en général et je sais déjà ce que je dois faire et je suis déjà à fond pour essayer de bosser le plus possible. En général, le matin, c'est là où je suis le plus créatif et le plus motivé. Et en général, je me lève, je fais un café et tout de suite, je suis au travail et je dessine. Genre, en l'espace de 5 minutes, bim, t'es parti. Ouais, c'est ça. Et c'est le moment que je préfère parce qu'on a le cerveau qui est complètement embué, engazé. Et du coup, je pense que quand je me réveille, déjà, j'attends ce moment-là où je suis dans un état de flow et où le travail est là, quoi, où tout se passe très bien et la créativité est là, le travail est là et tout coule naturellement. C'est le meilleur moment de la journée. C'est parce que tu as tout planifié la veille, quoi. Tu sais exactement là où tu vas aller. Ouais, en général, c'est ça. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. On n'est pas, je suis pas non plus un militaire ultra rigoureux, mais c'est vrai que quand ça se passe comme ça, c'est souvent le meilleur moment. Trop bien. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Benjamin, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et dire un peu ce que tu fais?
Oui, alors je suis illustrateur, je suis un petit peu auteur aussi, je fais des livres pour la jeunesse. Je suis illustrateur donc pour de l'édition, pour de la presse adulte, de la presse jeunesse et aussi pour de la publicité. Voilà, j'ai un style plutôt, comment on dit, géométrique, c'est ça, et en fait j'ai une espèce de passion pour la couleur aussi que j'essaye de faire ressentir par plusieurs moyens dans mes illustrations, que ce soit par la lumière ou par des formes plus simples. Voilà, après c'est un peu dur de se décrire comme ça à froid, enfin même à chaud d'ailleurs. Non, c'est clair. C'est un truc un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oh, t'inquiète, hein, y a pas de... Qu'est-ce qui te définit? C'est ça le truc. Est-ce qu'on est défini par ce qu'on fait déjà? Hein? Mais c'est vrai qu'à part mon boulot d'illustrateur et d'auteur, c'est vraiment par ça qu'en général, mais qu'est-ce que tu fais? Bah oui. C'est ça que je fais parce que c'est à ça que je passe le plus clair de ma journée, quoi. Et du coup, avant l'illustration, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ton arrière-plan, de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le monde de l'image et qui t'a fait ce déclic, en fait? Ouais, en fait, si on ramène à très loin, c'est assez intéressant. C'est une espèce de jeu de liane, tu sais, ou un peu comme Spider-Man qui swing comme ça de liane en liane. En gros, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la pub. Je trouvais ça, les pubs télé, je trouvais ça trop cool. Ah ouais? Ouais, je trouvais que c'était là où il y avait le plus de trucs drôles qui se faisaient. Je regardais Culture Pub, il y avait toujours des pubs super drôles. Et du coup, je me suis dit, je voulais bosser dans la pub. Et en même temps, j'adorais dessiner. Du coup, j'ai cherché à faire une école de pub, à être DA en pub, etc. Et en cherchant les écoles, je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles de 3D aussi. Et mes parents m'avaient fait comprendre que si tu faisais de la 3D, tu gagnerais peut-être plus de sous. Qu'en pub. Qu'en pub. Ce qui était pas forcément vrai. Mais bon, c'était un jugement. Et du coup, j'ai fait cette école de 3D qui s'appelle Supinfocom, qui est à Arles, qui a duré pendant 5 ans. Donc on fait 2 ans, on apprend vraiment les académismes, mais 3 ans après de technique 3D, animation, réalisation. Et au fur et à mesure de mon cursus, je me suis rendu compte que c'était vraiment la partie image, la fabrication de l'image en soi, qui me plaisait, et que tout le côté technique derrière me déplaisait beaucoup. Du coup, dès que je suis sorti de cette école, j'ai cherché à ne plus faire de 3D finalement, ce qui était un peu paradoxal. Du coup, je me suis retrouvé à Londres à bosser sur un dessin animé qui s'appelle The Amazing World of Gumball, où du coup, il y avait un mélange de 3D, de photos et de dessins. J'avais réussi à négocier pour ne pas faire du tout de 3D. Et je faisais que quasiment des photomontages et du dessin, et je faisais les décors avec une super équipe là-bas. Et pendant que je travaillais là-dessus, j'ai commencé à faire de l'illustration. Le soir, le matin, parce que au final, je me rendais compte que c'était le moyen le plus efficace et rapide pour produire une image, plutôt que l'animation, tout ça. Et C'était trop fastidieux, l'animation, ouais, tout ça? vraiment, pour obtenir une image, il faut plusieurs jours, souvent, et alors qu'une illustration, on peut la faire, donc ça peut prendre plusieurs jours, mais ça peut prendre 1 heure aussi, donc vraiment, cette facilité, le fait de pouvoir essayer des choses très vite aussi, m'a beaucoup plu. J'ai commencé à faire des choses le matin, le soir, à les poster sur Internet pour voir un peu les retours que je pouvais avoir, etc. Et ça, c'était vraiment bien d'avoir une espèce de réactivité tout de suite à ce qu'on faisait. Je participais à des concours de t-shirts sur un site à l'époque qui s'appelait lafraise.com. Ah oui, je connais, bien sûr. Bah ouais. voilà, j'avais gagné une fois 1 000 € et du coup j'étais aux anges, j'étais comme un fou. Trop fort. Au fur et à mesure, je commençais à développer un style petit à petit. Hein. C'est venu vraiment très graduellement. Je suis rentré à Paris au bout d'1 an. J'ai continué à bosser dans l'animation, dans le décor, mais cette fois-ci, je dessinais vraiment plus. Des choses plus proches du concept art, de ce qu'on peut voir, ce que je voulais faire à la base, en fait. C'était faire du concept pour Pixar ou des choses comme ça. C'est pas du tout ce que j'ai fait, mais ça s'en rapprochait de plus en plus. C'était pour Le Petit Prince, c'est ça, hein? Alors, j'ai fait pour Le Petit Prince, le long métrage. Le film, ouais. Et après, j'ai bossé aussi sur la série Oui Oui. C'est vrai, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai, ouais. Et voilà, c'était très rigolo et on avait pas mal de gens qui venaient du long métrage en fait sur cette série et du coup on a fait des choses assez ambitieuses. Je sais pas si ça se ressent au final dans la série, mais c'était drôle quoi d'avoir un workflow de long métrage animé sur de la série. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à avoir j'ai commencé à avoir vraiment des commandes en illustration. Et Comment ça se fait que t'avais des commandes en illustration à force de poster mon travail sur Internet, que les gens voient mon travail, que
J'ai envoyé mon book à quelques éditeurs, mais j'ai pas forcément eu beaucoup de réponses. Mais bon, c'est venu comme ça, graduellement. Il y a eu des petites demandes, et puis des plus grosses demandes, et j'ai fini par avoir moitié-moitié de boulot, quoi. Moitié dans l'animation et à moitié en tant qu'illustrateur. L'illustration, c'est un peu une sorte de défouloir après tout le côté un peu trop encadré, technique. C'est ça, ouais. Souvent, je me retrouvais au travail à devoir appliquer des techniques particulières ou à devoir faire un style particulier. Et en même temps, me dire dans ma tête, ah non, ça, mais ça, je le ferai pas comme ça, j'ai pas envie de faire ça, de montrer les choses sous cet angle-là. Ou au contraire, de me dire, ah, cette manière-là d'aborder les choses, cet outil en particulier, il est super bien, pourquoi est-ce que je l'utilise pas, quoi. Et voilà, et c'est vrai que pendant longtemps, les commandes que j'ai eues, c'était encore lié au monde de l'animation. Donc c'est de faire du décor dans de la pub mais en tant que freelance et en tant qu'illustrateur avec mon propre style. C'est ce que tu voulais à la base, la pub. Ouais, c'est du avec coup ton j'ai fait, style. mais bon, du coup je les réalisais pas moi-même, j'étais pas directeur artistique dessus. Mais voilà, bon, après c'est pas resté, je suis pas resté bloqué sur la pub pendant 10 ans, mais mais c'était cool parce que du coup c'était souvent, et c'est encore le cas, bosser pour des copains qui ont fait cette école de 3D avec moi, qui sont devenus réalisateurs de pub de leur côté en 3D souvent, et qui avaient besoin de quelqu'un qui fasse du concept avant ça, ou qui fasse des décors. Et du coup, je me suis mis à bosser là-dessus, et à essayer de proposer des choses plus illustratives, etc. Donc, de fil en aiguille, j'ai eu plus en plus de boulot d'illustration, et j'ai décidé de complètement arrêter l'animation, et de me mettre à mon compte à temps plein, et voilà. Et donc, suite à ça, les choses se sont enchaînées assez vite, en fait. J'ai essayé de trouver un rythme où j'avais pris l'habitude de faire du boulot perso, du coup. De tous les matins, tous les soirs, dès que j'avais un trou, d'essayer des choses, des projets perso où j'essayais des choses. On y prend goût, hein? Ouais. Et je crois que ça, je l'ai gardé. Donc c'est vraiment, dès que y a une phase de vide, j'essaye des nouvelles choses. Parce que je suis là que pour ça, moi, que pour essayer de nouvelles choses. C'est ce qui me plaît le plus, en fait. C'est clair. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement. On essaye des nouvelles choses, on nous propose du boulot sur ces nouvelles choses, et c'est un cycle permanent, quoi. Ouais, c'est un cercle... C'est organique, c'est vertueux, c'est ça. Ouais. Et quand tu t'es lancé en tant que freelance, du coup, t'avais déjà en fait de la demande. En fait, t'as pas eu un moment de genre bon bah ça y est, j'ai fait le saut. Maintenant, je vais devoir chercher. En fait, ça venait tout simplement, quoi. Ouais, bah vu que j'avais eu cette période de transition d'1 an ou 2 où j'avais commencé à accepter des demandes, à faire du boulot de plus en plus à côté de mon boulot dans l'animation, ça a été une transition vraiment douce, quoi. Au début, c'était les copains réalisateurs. C'est toujours un peu les copains réalisateurs, hein. Il y a toujours de temps en temps. Et puis au fur et à mesure, voilà, on fait une pige pour une boîte de 3D, on leur fait des décors, il y en a une autre qui va le demander, et du coup on va se dire tiens, je vais faire un truc un peu plus illustratif. Et du coup, bah tu montres ça, des gens qui disent ah mais ça irait très bien dans ma pub en print, et voilà, donc ça s'enchaîne tout seul. Oui, parce que tu as eu des chouettes clients du type 21, American Express, Télérama, Djeco, tous des trucs comme ça. C'est ouais, il est assez varié. Du coup, il y a de l'édition, il y a de la publicité, il y a un peu de tout. Donc c'est vrai que c'est assez drôle au final. Tout s'est fait de fil en aiguille, quoi. Ouais, tout s'est fait de manière assez organique, et c'est vrai que j'ai cru que je devrais démarcher plus que ça. Alors qu'en fait, le fait de faire et de montrer, déjà, c'est ça qui apporte le plus, quoi. Donc t'es carrément pour les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, j'avoue que je verrais pas comment gérer mon business entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais d'un autre côté, on fait tourner une machine pour essayer de gagner de l'argent. On est à notre compte. Je verrais pas comment faire tourner la machine sans les réseaux sociaux maintenant. Je connais pas le système traditionnel, ou comment on démarche des clients, comment on les trouve. Je sais plus qui est-ce qui parlait dans ton podcast d'aller chercher les DA en bas de... C'était peut-être toi d'ailleurs. En bas dans les ours des magazines. Ouais, dans les ours des magazines, etc. Ouais. Je crois que j'ai voulu le faire au tout début. Et en fait, ça m'a... D'une, j'en ai pas eu plus besoin que ça. Et de deux, le taux de réponse était super bas. Et ah, c'est sûr. Au début, c'est super décourageant. Ça m'a pas encouragé. Moi, à mes débuts, moi, j'ai fait des études de graphisme, comme tu sais. Puis je suis parti en Angleterre. Et quand je suis venu à Paris, ben mon réseau il était de zéro, et je me lançais en tant qu'illustrateur, j'étais plus graphiste, et les gens que j'avais rencontrés en Angleterre, ils étaient pas forcément dans ce domaine-là.
Donc du coup, moi j'allais dans les librairies, je regardais les magazines, les ours et tout. Mais moi, ce que tu décris, je pense que j'aurais rêvé de ça, tu vois, le côté super organique. Maintenant, c'est organique. Ouais. Mais au début, ça l'était pas. Oui, mais ça l'est pas pour tout le monde. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Bah, il y a ton travail aussi, ton talent, les images que tu montrais, et puis on sent aussi une grosse patte de l'animation techniquement qui est très fort, quoi. Ouais. Oui, non, c'est sûr qu'il y a eu ça aussi dans la balance, le fait que je vienne de l'animation. Ça m'a exclu un peu du monde de l'illustration pendant un moment. Ah ouais. Parce que ce que je faisais était un peu trop anime, un peu trop théâtral, etc. Même si j'essaye de contrecarrer ça, je viens quand même de l'ordinateur et ce que je fais peut paraître très artificiel. Pendant longtemps, mon style a été très anguleux, avec que des lignes droites, avec un côté un peu polygonal, un peu 3D justement. Et ça faisait très artificiel. J'ai essayé de contrebalancer ça avec des matières peintes à la main, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce côté un peu artificiel, ce côté pas artiste entre guillemets, ça m'a un peu exclu de, par exemple, l'illustration éditoriale pendant un moment. Ça a été assez dur de trouver un boulot dans l'illustration éditoriale. Mais comment t'as fait? Je sais pas, c'est arrivé, c'est tout. Je pense que il y a plusieurs portes d'entrée. Je sais que par exemple, j'ai fait donc pour Télérama, juste après toi d'ailleurs, je crois, et c'était un hasard complet qu'on se soit croisé sur ce créneau-là, parce que en fait la DA, ses enfants avaient vu mon travail dans Astrapi. Ah ouais. Donc j'avais une rubrique jusqu'il y a pas si longtemps tous les mois dans Astrapi, donc tous les 2 numéros. Et ses enfants avaient vu mon travail, elle avait regardé, elle avait dit ah bah pourquoi pas, ça peut faire un chouette truc. Elle avait vu le reste de mon travail et elle s'était projetée là-dedans. Donc c'est arrivé pour le coup par hasard. Et je pense que les autres boulots que j'ai peut-être pu faire pour 21 par exemple, je pense que c'est des boulots où il y a plus du paysage et des choses comme ça qui l'intéressaient. Peut-être que je l'ai démarché. Sarah 2, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font chez 21. Ah, c'est super. Du coup, je crois l'avoir démarché, mais je sais plus si elle m'a trouvé suite à mon démarchage parce qu'il y a eu 2-3 ans d'écart entre les deux quand même. Mais ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée. De toute façon, pour chaque milieu, il y a pas une porte et puis après c'est bon, c'est ouvert et tu peux y aller. Non, c'est clair. Mais c'est intéressant de voir, tu sais, que tu t'es senti exclu au début du milieu de l'illustration et puis que tu as dû trouver un peu le moyen d'y entrer au final. Oui, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, maintenant, en 2017, tu as sorti ton premier livre. Oui. L'ami avec l'adoré, donc tu en parlais en introduction. En intro, oui, je me suis rendu compte après, je me suis dit, j'en ai fait une référence, j'ai même pas expliqué ce que c'était. J'en parlerai sûrement dans l'intro de l'épisode, mais peut-être que les auditeurs se disent de quoi ils parlent. Mais oui, en 2017, tu sors ton premier livre, L'ami l'éclat doré. C'est aussi un autre, tu me parlais de la publicité, l'animation, l'illustration éditoriale, et ça, pour le coup, c'est encore une autre section du milieu de l'illustration, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, en fait? Pareil, c'est encore un recoupement d'énormément de choses. J'avais pas forcément envie d'écrire, le fait d'être auteur, tout ça. J'ai toujours aimé écrire, hein. J'ai un profil littéraire, j'ai fait des études littéraires, je lis beaucoup, etc. Mais j'étais pas dans ce besoin d'écrire un livre, vraiment. Mais je sentais que si je voulais faire de l'illustration, il fallait que je fasse de l'illustration, de l'édition jeunesse et de l'illustration pour l'édition jeunesse. Je sais pas, comme si c'était un petit peu un passage obligé ou une légitimité, je sais pas, c'était... voilà. Et j'ai envoyé des images comme ça à des éditeurs, dont une image d'un renard qui venait d'un projet un peu particulier que j'avais à la base. Où, en gros, c'était à l'époque, je faisais encore de l'animation. Je m'étais dit, j'aimerais bien faire un très long travelling où il se passe pas grand-chose, mais juste on regarde le paysage, quoi. Et j'imaginais ce renard qui traversait des paysages comme ça. Et ça s'est jamais fait parce que bien sûr c'est un projet perso et c'était de l'anime et j'avais jamais eu le temps de faire ça. Enfin, et donc j'avais des images de ce renard. J'ai envoyé aux éditeurs avec d'autres images, d'autres propositions graphiques, etc. J'étais pas encore très arrêté sur un style à ce moment-là. Je voulais essayer de faire un truc aussi joli que Marc Boutavant parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais avec mon style à moi, etc. Et La Pastèque, donc qui est une maison d'édition québécoise que j'aime beaucoup, m'a répondu avec ton renard, il y a un truc cool à faire, propose-nous une histoire.
Donc c'était royal. Je me suis mis à écrire, j'ai bûché, et puis je suis revenu quelques mois ou peut-être même un an plus tard avec un dossier plus complet, une histoire que j'ai proposé quand même à d'autres éditeurs par sécurité. Mais au final, personne l'a pris, sauf eux. Et donc on a fait le livre et ça a très très bien marché. Donc je suis vraiment content. On l'a traduit en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Waouh. Et ouais, du coup je suis très content et il y a la suite qui va sortir en octobre. Whoop, whoop. Voilà. Trop bien. Toujours chez la pastèque. Toujours chez La Pastèque, oui. Bon, c'est une suite indépendante, hein, donc c'est pas genre le numéro 2, c'est pas la suite des aventures. Le renard qui se dit bon, je vais quand même aller la chercher de nouveau, c'est ça. voir s'il y en a d'autres. Ouais, non, c'est vraiment un livre indépendant du premier, mais c'est intéressant aussi de faire une suite. C'est un exercice particulier. Mais du coup, de faire ce livre, la partie auteur, écrire, ça m'a lancé un peu là-dessus aussi, quoi. Non, mais j'avais justement envie d'en parler un peu comment, parce que bon, voilà, t'es illustrateur en effet, mais l'écriture c'est un tout nouveau travail, j'imagine. Enfin, je veux dire, j'imagine que tu écrivais déjà avant, peut-être pour toi ou quoi, mais finalement très peu. Hein. J'ai fait 2 ans de fac en communication avant d'aller dans cette école de 3D. On avait quand même des boulots d'écriture et j'avais une prof qui m'encourageait vachement, qui disait, qui trouvait que j'avais un style particulier dans la manière dont j'écrivais, etc. Je sais pas si c'est vrai, mais ça encourageait vraiment. Ça permet de se donner au moins une certaine crédibilité, une certaine confiance en soi qu'on peut ne pas avoir parce que on vient pas du tout de ce milieu de l'écriture. Et du coup, quand on me dit écris un truc, est-ce que je suis légitime? Enfin, bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 31 ans. Enfin, on peut écrire n'importe quoi et on n'a pas le recul nécessaire pour savoir si on est bon ou pas. Parce qu'avec l'illustration, bon voilà, on a cette culture derrière nous. Déjà, on sait, je sais plus. Je crois que c'est Andy J. Miller justement qui disait ça qu'au final, le talent entre guillemets, c'était plus le bon goût. C'est de savoir ce qui était bon et ce qui était pas bon. Et avec le temps, en illustration, on a ce référentiel-là, on sait ce qui est bon et ce qui est pas bon. Mais quand on est plongé comme ça dans l'écriture, même si je suis un assez bon lecteur, c'est très très dur d'avoir le recul. Et j'ai pas les outils pour juger si ce que j'écris est bon ou pas bon. Du coup, c'était une plongée dans l'incertitude, vraiment. J'ai pas écrit un chef-d'œuvre de la littérature du 21e siècle, mais c'est ok. Ça fait le job. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu attisé la curiosité. J'ai envie d'écrire plus. Bien sûr, j'arrive pas à m'y mettre parce que je suis illustrateur et que je passe mon temps à dessiner. Mais j'essaye d'écrire plus, j'essaye de trouver le temps pour ça et d'affiner un peu la chose, ouais, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir un projet qu'on mène comme ça de A à Z, de faire l'écriture et l'illustration. C'est quelque chose de complet, quoi. Ouais. Et tu dirais que l'écriture, c'est vraiment la mise en danger pour toi? C'est quelque chose de plus, je sais pas si grisant est le mot, mais où tu prends un risque quelque part et du coup, t'as quelque chose à conquérir? Il y a de ça. Je pense que, alors, avec La Pastèque, ça s'est passé de manière très douce. J'ai écrit mon texte, il y a eu quelques retouches très formelles et c'est passé tel quel. Mais je pense que j'aimerais confronter mon écriture à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, qui est très exigeant et qui a un style particulier. Enfin, je sais pas. Mais vraiment, tu vois, comme je te disais sur l'illustration, ce que j'aime, c'est tester. J'aime bien essayer des choses. Pareil pour l'écriture, tu vois. Est-ce que si je lâche un texte, est-ce qu'on va me dire ah mais c'est complètement nul ce que t'as fait là, ça vaut rien du tout. Ou est-ce qu'on va me dire ah mais c'est peut-être intéressant à cet endroit-là. Enfin voilà, confronter ça à la critique en fait, parce que c'est comme ça que je me suis construit en illustration, en confrontant à la critique, en allant sur les forums et en montrant ce que j'ai fait. Ah c'est nul, bon ok, je fais autre chose alors. Ouais, machin. Du coup je pense que j'aurais besoin de ça pour m'affiner en écriture pour le coup. Mais avec La Pastèque, tu me dis ça s'est fait de manière douce. Ouais, parce qu'au final, ils étaient assez contents de la structure du texte. Et une fois qu'on a calé une structure et avoir une histoire qui marche déjà en soi, c'est assez compliqué. Après, le style, c'est autre chose. Ouais. Je me suis amusé avec ce texte sur la mille éclats dorés. Il y a des jeux de mots, il y a des petites rimes, il y a des allitérations. Mais je pense pas qu'il ait un style fort, tu vois. D'accord. Mais je me suis amusé. Et il rencontre un beau succès. Oui, il marche très bien.
Donc voilà, c'est vrai que ça m'a un peu décomplexé de me dire ah ok bah ça marche, il y a peut-être pas besoin d'être un virtuose pour écrire un livre non plus. Il est très beau aussi. Mais Ça joue. merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, il est magnifique. Mais oui, ça décomplexe un petit peu et on se dit faut que je fasse mieux que ça maintenant. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça? Et du coup, ça t'a donné une impulsion pour faire d'autres bouquins. Tu t'es découvert une nouvelle passion quelque part en tant qu'auteur, illustrateur? Ouais, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé en faisant La Mille Éclats dorés. Donc pour expliquer, La Mille Éclats dorés, c'est un livre qui est à cheval entre le documentaire et la fiction. Et du coup, il y a quand même beaucoup de recherches documentaires à faire avant le livre. Surtout que c'est un livre sur la botanique, sur les arbres, sur les plantes, qui est édité par un éditeur québécois, qui est paru en France. Donc il faut trouver des espèces d'arbres et de plantes qui sont communes au Québec et à la France. C'était un gros travail de recherche. Et en fait, moi je suis un nerd de la recherche, j'adore ça, quoi. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que maintenant, je me dis que je fais très peu de livres, parce que, entre autres, c'est pas rémunérateur et que c'est pas toujours très grisant. Mais quand j'en fais, j'ai envie de retrouver cette démarche-là, d'aller chercher, et après de retransmettre ce que j'ai pu trouver. Mais quand tu dis que c'est pas très grisant, qu'est-ce que tu veux dire? Quand on a un projet de commande, moi je trouve ça rarement très grisant, en fait. Ah, ok, la commande est moins grisante. Ouais. Ah oui, pardon, je pensais que tu disais le C'est ça. contraire. Non, je trouve que les projets de commande sont souvent très peu grisants. Je préfère vraiment avoir un projet abouti de A à Z, quoi. Commencer à la recherche et finir. Oui, et puis c'est un projet dont tu as la paternité vraiment entièrement, quoi. C'est ça. Bon, après, faut l'assumer, du coup. Hein. On peut pas le mettre dans un coin. C'est Ouais, c'est un clair. peu parce que j'ai fait aussi d'autres livres de commande, pour le coup. J'étais juste illustrateur. Et c'est vrai que j'ai tendance à moins les assumer, même si des fois, ils ont leur qualité, etc., quoi. Oui, Mais, bah c'est un projet de commande, quoi. Là, c'est un travail d'auteur. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, ouais, j'ai vraiment pris goût à cette partie recherche et donc en même temps que la suite de La Mille Éclats dorés, qui s'appelle Le Constelli des profondeurs. Je sais que ce sont des noms absolument imprononçables, mais c'est pas grave. Pour le coup, au moins ça a le mérite d'interroger les gens et ils répètent au moins 3 fois le nom avant de s'en souvenir. Le quoi? C'est ça. Ça a le mérite d'accrocher. Donc à peu près en même temps, il devrait y avoir la sortie de mon autre livre chez Milan qui s'appelle je dis pas de bêtises parce que le titre a changé plusieurs fois, qui s'appelle Grandiose, qui est un documentaire sur les arbres et les plantes extraordinaires. C'est vraiment un livre documentaire, c'est pas un docu-fiction, c'était pas mal de recherches également, et ça présente du coup des espèces d'arbres et de plantes qui ont des qualités un peu inattendues, quoi. Est-ce que tu trouves que la recherche est presque plus passionnante pour toi que la retranscription graphique? Je dirais que c'est deux boulots différents. J'ai jamais aimé avoir qu'un seul boulot, et que du coup je suis très content de faire deux choses différentes en 2 temps, quoi. Ouais, c'est complémentaire. Ouais, c'est ça. Mais même 3 choses, parce qu'il y a la recherche d'un côté, donc la récolte d'informations. Après, il y a l'écriture. Et après, il y a l'illustration. Et du coup, c'est vraiment 3 choses qui sont différentes. Et ça permet de souffler, de se donner un peu d'air aussi quand on fait de l'illustration tout le temps, toute la journée. Des fois, ça donne un peu d'air. Toi, t'as ce podcast, on en parlait justement avant, qui te permet aussi de respirer et qui vient compléter aussi le travail Bien sûr. en tant qu'illustrateur. Moi, je pense que c'est pareil pour l'écriture et la recherche, quoi. C'est vraiment ça qui vient alimenter tout le reste. Ouais. Et même si c'est pas, comme tu le disais, rémunérateur de fou, c'est gratifiant et ça te permet d'alimenter le moulin, pas forcément d'un point de vue financier, mais d'un point de vue inspiration. Qu'est-ce que j'ai dit? Inspiration, voilà. Inspiration, respiration, Ouais. pour continuer les projets peut-être un peu plus sportifs, type commande, etc., quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est aussi des projets qui s'inscrivent sur le temps long, ce qui change un peu des projets de commande où on est tout le temps un peu dans le rush. Surtout les projets éditoriaux, les projets de magazines où c'est toujours très très rapide. Mais du coup, ça souvent, j'ai un peu du mal quand on me propose un projet de commande et qu'on me dit c'est pour dans 2-3 mois. Non, moi je veux faire un livre, je veux le faire en entier, je veux que vous me laissiez 1 an et demi pour faire le temps que je fasse ma recherche et tout ça. Et même si je suis quelqu'un d'assez impatient, que j'aime bien faire les choses vite et que c'est pour ça que j'ai choisi l'illustration, j'aime bien aussi avoir un fil rouge, un truc long qui à la fin donne un objet, un vrai objet qu'on peut regarder, qu'on peut feuilleter, qu'on peut tout ça. C'est une autre démarche, mais c'est une autre corde à mon arc et j'aime bien l'avoir. Ouais. J'aime bien l'avoir et au final le fait d'avoir été un peu
comment dire, de choisir mes projets, de pas forcément faire beaucoup de travaux de commande en édition. Ça fait que le problème financier n'en est pas vraiment un parce que je fais très peu de livres et quand j'en fais, je négocie en général mes conditions financières pour qu'elles soient pas trop nulles. Contrairement à certaines personnes qui peuvent vivre uniquement de l'édition jeunesse et qui des fois sont à la course à faire le plus de titres possible sans forcément chercher ou pouvoir avoir la possibilité de chercher une meilleure rémunération parce que veulent juste faire bosser quoi, tout simplement. Et c'est vrai que Ouais. on va pas partir sur un débat sur l'édition jeunesse qui est un gros débat et pour C'est lequel vrai. j'ai pas les outils, je suis pas armé moi parce que j'en fais très peu. Mais il y a de la précarité et voilà. Ouais. Oui, c'est compliqué. Mais du coup, je suis intéressé de savoir comment tu t'organises. Tu sais, tu me parlais de projets longs, ça te prend 1 an et demi. Moi, l'édition, bon, j'ai fait 4 bouquins, mais qui est aussi de la commande, un peu comme toi, où c'est pas forcément les projets que j'ai le plus envie de mettre en avant. Je m'engage un peu en disant ça à l'audio, mais je pense qu'un jour, je crois que je pense que j'aimerais faire un livre aussi un jour, mais Et l'écrire aussi? ouais, je crois, ouais, je crois. Oui, en fait, mais j'ai besoin de mûrir et de laisser un peu. T'as besoin de te lancer et d'écrire surtout. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais le podcast, tu vois, ça m'occupe déjà bien. En fait, c'est drôle parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure de commandes, le côté rapide, etc. Moi, c'est quelque chose que je trouve hyper grisant. Le côté, je pense que j'ai un petit côté impatient où j'aime bien passer d'une chose à l'autre. Et comme toi, c'est pour ça que je fais illustrateur. Des trucs qui se traînent et tout, je pense que ça me lasse. Et le podcast, il y a aussi ce côté très immédiat au final. Je veux dire, là, on discute dans la boîte dans une demi-heure et puis j'aurai un petit travail. C'est demain, quoi. Non, quand même pas. Mais ouais. Tu vois, il y a un côté très rapide. Et puis je sais que toi et moi, bon, c'est complètement une parenthèse, mais je sais que toi et moi, on a aussi un peu le côté, enfin, des influences musicales un peu communes, notamment le côté punk rock. Et en fait, c'est bizarre à dire, mais pour moi, c'est un peu une parallèle. J'aime beaucoup l'énergie directe, Ouais, tu vois, du punk hardcore, le côté genre, bim, j'ai ce truc à dire, je le mets là, et même dans un peu comment dire, c'est peut-être l'énergie de la jeunesse, je sais pas, il y a moins d'artifice, mais avec le temps, attention, je commence à apprécier la texture, les différents niveaux qu'on rajoute et le fait qu'on prenne plus son temps. Bon, j'ai que 30 ans, hein, mais je pense que j'apprécie de plus en plus en fait le fait de prendre son temps et je peux voir ça arriver peut-être à un moment donné. Mais bref, tout ça pour dire que, comme tu soulevais la question de que financièrement c'est pas ouf et je sais qu'il y a des gens qui ont écouté le podcast, mais aussi ont envie de faire des livres, etc. On se demande comment économiquement ça fonctionne derrière. Alors j'imagine que toi, tu fais un équilibre entre projet de commande et livre. En fait, au final, tu t'organises comment pour réussir le grand écart? Moi, je crois qu'en gros, je fais beaucoup de projets de commande et quand j'ai assez de côté pour pouvoir prendre 2 mois pour faire un livre, je fais ça. Ah oui. Mais bon, 2 mois peut-être répartis sur une année ou 3 mois répartis sur une année, à coup de 2 semaines par-ci par-là. Mais voilà, en général, je pense que en 2 semaines, je peux faire un petit peu de recherche doc et envoyer un pitch à l'éditeur. Et puis 2 mois plus tard, bah, je reprends 2 semaines, 3 semaines, un mois et j'écris un texte, plusieurs versions du texte et je lui envoie. Et après, quelques mois plus tard, je fais les illustrations pendant. Là, j'ai fait ça pendant un mois non-stop. Ah oui. Tu te laisses pas interrompre par un autre projet de commande, par exemple. Quand alors ça dépend, mais c'est vrai que là, pour les 2 derniers livres dont j'ai parlé, j'ai vraiment tout mis en stand-by. J'ai refusé pas mal de projets de commande. Que j'avais ces 2 livres-là qui étaient à finir. Donc j'ai refusé tous les projets éditoriaux, pub, tout ce qui me venait. Je disais non. Et ça te donnait envie quand même ces projets? Oui et non, j'ai raté des choses intéressantes, mais d'un autre côté, j'étais tellement focus, je crois que je m'en fichais un peu, quoi. Ah, j'admire, hein. Non, mais je trouve ça trop bien, quoi. Genre, moi, je sais qu'il y a des choses que j'aurais vraiment du mal à refuser parce que, j'ai toujours voulu être dans ce magazine ou bosser pour ce client. Alors peut-être que j'ai pas eu le truc de dingue. Après, j'ai quand même fait des entorses, hein. J'ai pas dit non à tout. Oui. S'il y avait un projet qui durait 2 jours et qui
qu'il y avait un bon rapport prix-temps, bah je le prenais parce que voilà, Oui. pas cracher dans la soupe non plus quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai été assez intransigeant là-dessus et pour pouvoir finir tout dans les temps, etc. Ah, mais j'aime bien quand tu t'expliques genre 9 mois où tu engranges un peu des revenus qui te permettent une respiration pendant 3 mois pour te focaliser sur ton projet passion en quelque Voilà, sorte. c'est ça. Mais c'est pas 9 mois et 3 mois d'un bloc. Non, ouais. Parce que c'est clair je pense qu'il faudrait être extrêmement prévoyant pour pouvoir mettre 3 mois de côté et être sûr de son coût et de bosser que sur ça. De toute manière, les éditeurs font aussi sur du temps long et souvent ils peuvent pas te répondre à temps. Enfin, tu peux pas juste te dire en 3 mois ce sera fini parce que tu sais pas combien de temps tu vas avoir de retouches ou combien de temps l'éditeur va mettre à te répondre sur ton texte. Et que ce soit de la commande ou de ton projet d'édition, une autre chose en commun, c'est que on est papa de jeunes enfants. Ouais. Toi, il a 2 ans, moi, il a 1 an. Et du coup, je suis très curieux de savoir un peu comment tu organises tes journées aussi pour... parce que je pense qu'il faut quand même beaucoup de flexibilité pour mener de front des projets de cœur, comme ton projet de livre, puis tes commandes, puis t'occuper de ton fils, et puis ta vie de famille, puis tes potes et toute ta vie... tout le reste, quoi. Comment tu fais pour t'organiser? Je pense que la première année avec mon fils, c'est tu en sors là. Je pense que c'est l'année de chaos un petit peu, et c'est vrai que j'avais prévu de faire des livres et je les ai pas fait à ce moment-là. J'ai pas avancé sur ces projets-là à ce moment-là, quoi, parce que tout le moment que j'avais pour bosser, c'était du boulot pour faire des sous vraiment, et voilà. Et c'était entretenir la famille. En plus, ma femme est en congé maternité, elle était intermittente, elle pouvait pas travailler. Du coup, vraiment, on était dans du boulot pour le boulot. Mais après ça, c'est vrai que j'ai commencé à avoir du temps, on l'a fait garder. Et là, on a pu retrouver un petit peu de temps pour organiser les journées, pour avoir un véritable emploi du temps. Et c'est vrai que j'ai bossé quand même en studio pendant des années, donc j'ai bien aimé avoir un cadre, avoir des horaires. C'est un truc qui, voilà, je suis un peu rigide dans ma tête, mais j'aime bien avoir des horaires, j'aime bien avoir un cadre. Et j'ai aucun problème à bosser de chez moi tout seul, mais il faut que je me fixe des limites, quoi. Donc voilà, c'est vrai que je me mets un emploi du temps assez précis, et c'est ça qui me permet aussi de mener tous ces projets. J'ai un peu oublié ta question de base, je crois. Je me suis un peu perdu. C'était comment tu t'organises pour jongler entre édition, commande, ton fils et puis ta vie sociale? La vie sociale, je l'ai un peu oubliée. La vie sociale, elle est un peu succincte, mais c'est pas bien grave. Mon fils, du coup, depuis qu'il est gardé, en tout cas 4 fois par semaine, je le vois, je le récupère à 4 heures de l'après-midi, et ou ma femme le récupère et on passe le maximum de temps avec lui. Donc ouais, c'est vrai que pendant un moment, j'ai eu ce rythme dont je t'ai parlé, qui est un peu spartiate, où donc je me levais à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures, qui est l'heure à laquelle mon fils se réveille en général, 7h30, 8 heures. Donc je travaillais de 6 heures à 8 heures, puis de 10 heures à midi, puis de 14 heures à 16 heures, en mode assez intensif et avec un emploi du temps très cadré. Je savais que de 9 à 10, il fallait que je fasse ça, parce qu'à 10 heures, il fallait que j'envoie telle commande. Après, je pouvais passer sur tel autre projet et il fallait que j'envoie à tel moment. Voilà, tout était très cadré et c'était super efficace, parce que du coup, c'est un peu une technique managériale, auto-managériale, mais on se fixe des objectifs, on les atteint, etc. Ah, mais c'est trop efficace, quoi. Et c'était super efficace. C'est crevant, je pense, sur le long terme. Quand j'ai arrêté ce rythme-là, je me suis un peu effondré physiquement. J'avais juste envie de dormir tout le temps et de rien faire. Mais t'as arrêté pourquoi? J'ai arrêté parce que les 2 projets de livres se sont arrêtés à peu près en même temps, et qu'il y a eu une petite pause dans les commandes, mais d'une semaine peut-être, et ça a été juste assez long pour que je me liquéfie complètement, et que en plus le printemps est arrivé, même l'été, j'avais plus envie de bosser, j'avais juste envie d'être dehors tout le temps. C'est ce que tu faisais? C'est ce que j'ai fait pas mal. Oh, mais c'est super. Enfin, je veux dire, c'est important justement d'avoir des rythmes, je crois, quoi.
Ah oui, oui, bien sûr, oui. Après, il y a des moments pour bosser, il y a des moments pour se reposer, mais c'est vrai que c'était un rythme qui était assez intéressant et je pense que je reproduirais parce que ça me laissait le temps à la fois de bosser beaucoup, d'être efficace, de voir mon fils, de faire du sport et un peu de dormir aussi, donc c'est pas mal. Faire de la méditation aussi, Ouais, c'était cool. trop bien. Mais est-ce que je peux tenir un rythme comme ça sur une vie entière? Je sais pas, tu vois. Donc tu te fixes cette discipline pendant des temps donnés pour des objectifs précis, en l'occurrence 2 bouquins qui vont bientôt sortir. J'aurais bien aimé fixer ça de manière définitive, mais j'habite au bord de la mer, j'avais très envie d'aller à la mer avec mon fils. Et, et les Ça, je vacances comprends. approchant, non, mais vraiment, une fois ces 2 bouquins finis, j'ai un peu lâché la pression, c'est vrai. Et une fois qu'on a lâché la pression, c'est très dur de la reprendre. Ouais, bien sûr. Je sais exactement ce qu'il faudrait que je fasse pour reprendre tout ça, mais là, je crois que j'en ai pas envie ni besoin tout de suite. Mais c'est vrai que c'est un rythme qui est assez enviable au niveau de la productivité et des fois on a envie de, ça fait un peu recette magique pour pouvoir tout rendre dans les temps et faire du boulot perso. Parce que en parallèle de ça, j'ai réussi quand même à faire un petit peu de boulot perso. Là, j'ai sorti une série de prints que j'ai mis sur ma boutique. On mettra le lien dans les notes. Yes, dans les notes. C'est des séries limitées, donc j'espère qu'il en restera encore. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. euh... ouais, donc du coup, j'ai quand même trouvé du temps pour du boulot perso à côté de ça, et voilà, donc c'était vraiment intéressant. Les bouquins, du coup, pour toi, tu les considères pas entièrement comme des projets perso, du coup? Pour moi, s'il y a des sous derrière, c'est pas des projets perso. Ah oui, d'accord. Projets perso, quand je parle de projets perso, en général, c'est des projets où je teste des choses, je les montre aux gens, et si ça les intéresse, j'essaye de leur vendre. Mais enfin sous forme de print Bien ou sûr. sinon de faire juste des cartes postales que je mets voilà à disposition ou des cartes de visite, des choses comme ça. Mais oui, souvent c'est juste pour tester des choses. J'ai fait une série de portraits il y a pas très longtemps, juste parce que je me rendais compte que j'en faisais plus du tout du portrait et que j'avais envie de tester des choses. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi. Ça m'a appris pas mal de choses sur tout simplement sur le fait que les gens aiment bien voir des portraits. Je pensais pas. Et ça les intéresse. Il y a beaucoup de gens enfin quelques personnes qui sont venus me voir et qui m'ont dit ah ils sont cool tes portraits. Voudrais l'afficher dans mon pub en Pologne. D'accord, si tu veux. Il y avait pas un portrait de ta copine, d'ailleurs? Oui, bah, c'est des portraits libres de ma copine. Disons que je l'ai prise en photo pour avoir une référence de Ah, pose, d'accord, d'accord. d'éclairage, C'est etc. drôle de se dire qu'il y a une ilu de ta copine dans un pub en Pologne, quoi. Ouais, je sais pas s'il l'a fait le mec, mais je trouvais ça drôle. Ah ouais, c'est trop bien. Je trouvais ça drôle. Mais ouais, non. Voilà. Et maintenant que t'as sorti 3 bouquins, Ouais. et quel effet ça fait? Je m'explique. Tu m'as plusieurs fois parlé de légitimité, et c'est intéressant parce que c'est un mot que j'entends beaucoup plus souvent en France. Et j'en parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait que, comme si en France, pour être un artiste auteur affirmé, il faut avoir sorti un bouquin. Et tu disais tout à l'heure que tu avais l'impression que c'était une sorte de passage obligé. Et est-ce que maintenant que tu en as fait 1/2, 3, est-ce que tu as bien vécu, enfin comment dire, qu'est-ce que ça fait, quoi? C'est un peu dur à dire. Je me sens pas légitime pour autant d'avoir fait des bouquins. Je crois que quand on a un peu ce problème de légitimité ou de syndrome de l'imposteur, tu sais, ce genre de choses, on est toujours en recherche de l'étape d'après. Il y a un moment, ça a été, je me rappelle avoir fait une expo avec des potes et le mec qui organisait l'expo, il parlait d'un des mecs qui avait dit, mais lui c'est un vrai illustrateur, il a un agent. Et moi j'étais là, ah ouais, je suis pas un vrai illustrateur, j'ai pas d'agent. Du coup, j'ai eu cette quête de l'agent pendant un moment. Je voulais à tout prix avoir un agent. Voilà. Et maintenant, t'en as 2. Maintenant, j'en ai 2. C'est bon maintenant. Ça va. Mais ouais, je pense qu'on est toujours à la recherche de l'étape d'après. Là, ok, j'ai sorti des bouquins, mais comme je te disais, je trouve pas que mon texte soit dingue. Est-ce que je suis un auteur légitime? Bah, je sais pas. Est-ce que je suis auteur? Oui, j'ai écrit, je suis auteur. Ok, mais est-ce que je suis un auteur légitime? Est-ce que je suis un bon auteur? Est-ce que je suis un bon fabricant de bouquins, entre guillemets? Est-ce que mon bouquin a une valeur autre qu'esthétique? Est-ce que ça a les ambitions pseudo-écologiques, de transmission de pensée écologique, toute la pensée qu'il y a derrière, etc.
est-ce que j'ai réussi à faire passer ce message en sous-main comme je voulais le faire, etc. Il y a toujours des attentes, et après, est-ce qu'elles sont déçues ou est-ce que c'est réussi? Donc voilà, on veut toujours aller à l'étape d'après niveau légitimité. Bien sûr. Là, je sais pas, j'adorerais faire un bouquin qui explique aux plus jeunes l'univers, à quel point on est minuscule face à l'univers, mais l'expliquer de manière très scientifique et didactique, et à la fois fun, etc. Mais j'ai du mal à imaginer ce projet-là faisant moins de 1000 pages. Enfin bon, c'est Avis aux éditeurs qui écoutent, si vous voulez un projet de 1000 pages qui défonce, voilà, vous savez, hein. Ouais, ça reste très ambitieux. Mais voilà, est-ce que j'ai ma légitimité en tant que vulgarisateur scientifique? Ouais, bien sûr. Parce que c'est aussi ce que je fais. Est-ce que j'ai ma légitimité en tant que artiste faisant des livres aussi? Parce que je vois des auteurs qui font des livres qui sont artistiquement super intéressants. Et je me dis, mais jamais j'oserais faire ça. Est-ce que je vais forcément me poser la question de est-ce que ça va se vendre? Parce que ça clive, c'est clivant. Et Attends, qu'est-ce qui est clivant? un livre qui a un parti pris artistique très fort, Ah oui. ça peut être extrêmement clivant. Donc si c'est clivant, est-ce que déjà, est-ce que tu vas trouver un éditeur pour ça? Est-ce que tu vas trouver des libraires qui vont le défendre? Ce qui est sûrement une des choses les plus importantes dans la vente d'un livre. Et après, est-ce que tu vas trouver des acheteurs, quoi? Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de la légitimité, parce que je suis un artiste qui va au bout de sa démarche. Si je me bride dans mon style, enfin, Oui, plein de questions, quoi. il y a énormément de questions. Ouais. Je passe ma vie à me poser des questions. C'est pour ça que j'aime bien te les poser. Non, mais c'est cool. J'avais vraiment envie de te poser ces questions parce que le milieu de l'édition m'intéresse sur le long terme. Et puis, c'était un directeur artistique qui me disait que pour lui, il a aussi envie, lui, de sortir un livre, et il a l'impression que, enfin, comment dire, il disait comme si en France, tu commences à être pris au sérieux quand t'as sorti un bouquin. Et j'étais tout oui, quoi. J'étais genre, ah, ok, d'accord. Du coup, je me demandais, voilà, si... Je sais pas si c'est vrai, parce que, comme je disais, il y a toujours une étape d'après, quoi. T'es pris au sérieux quand t'as fait un bouquin, ouais, mais est-ce que t'as le background derrière qui fait que tout le monde va te prendre au sérieux? Enfin, à mon avis, si tu te sens pas légitime, tu te sentiras jamais légitime. Tu chercheras toujours quelque chose. C'est vrai qu'en France, il y a une espèce de culture des clans. Alors, c'est mon impression personnelle, mais de passer d'un bord à l'autre, c'est pas forcément évident. Soit t'es dans l'édition, soit t'es dans l'illustration commerciale, soit t'es DA, soit, enfin voilà, et passer d'un truc à l'autre, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est pas bien vu. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que si tu veux appartenir à la bande, il faut faire la même chose que fait la bande. Donc si la bande fait juste du livre et quelques prints, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et en même temps, j'ai pas envie de faire ça. Bah non, et puis j'imagine qu'au fur et à mesure du temps, on change. On a des autres envies, on a des autres ambitions, on a des choses différentes qui nous touchent. Moi, je me souviens, quand j'étais aux études, j'étais plus touché par des choses cool, entre guillemets. Des choses que je trouve toujours cool, hein, par exemple... Non, j'ai pas envie de donner de nom. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout touché par les mêmes choses parce que j'ai changé, quoi. Bref, ça coule de source ce que je dis, mais tout ça pour dire que je pense que c'est normal de vouloir passer si je peux utiliser ce terme, d'une industrie à une autre. Puis aussi, il y a des ambitions artistiques et personnelles. Prenons l'édition, le travail d'auteur. Et puis il y a des besoins parfois plus financiers. Où on sait qu'on va plus faire du blé avec un projet de pub qui va permettre de financer le projet de cœur. Et je pense que c'est important. C'est un peu ce dont parle Andy aussi sur son podcast, c'est d'avoir différentes sources d'entrée pour pouvoir permettre à la machine de continuer d'atteindre nos objectifs, quoi. C'est ça. C'est vrai c'est important de diversifier un petit peu ce qu'on fait en tant qu'illustrateur. En tout cas, en tant que illustration, en tant que business, là, je parle en tant que rentrée d'argent. C'est assez important de diversifier, d'avoir beaucoup de clients, d'avoir beaucoup de cordes à son arc. Je crois que pour ma part, c'était pas une volonté au départ, hein. C'était vraiment une curiosité de toucher à plein de choses qui me font envie.
Je crois que si je me retenais pas, je ferais à la fois de la guitare du ukulélé et de l'édition de l'illustration et puis peut-être je sais pas, de la plongée et puis enfin j'ai vraiment envie de. Il te faut 5 vies, quoi. Ouais, non, je crois que j'ai mon imaginaire qui se met en route très très vite dès qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup et je m'imagine très vite changer de métier et tout plaquer pour faire autre chose. Du coup, dans l'illustration, j'essaye de rester dans le dessin et de toucher un petit peu à tout ce que je peux toucher. Bah oui. Parce que ça m'a apporté et qu'il y a déjà un spectre assez large et voilà. Et c'est cool. Carrément. Dernière petite question que j'aimerais te poser. Tu as déménagé à Marseille il y a quelques années. Ouais, 2 ans. 2 ans. Et pourquoi tu nous as quittés? Ça a été vraiment un crève-cœur. Hein. J'adore Paris, vraiment Paris. J'adore ne pas voir l'horizon. J'adore les gens. Je te crois pas. Les gens en voiture qui crient. Bon, ça, j'ai la même chose à Marseille. Ceci dit, je l'ai retrouvé facilement. J'adore le fait que, on est au mois de juillet maintenant, quand on enregistre. Je suis arrivé ce matin par le train. J'étais en short et t-shirt et j'avais froid. J'y ai pas cru, oui, j'avais froid ici. À 9h du matin, j'avais froid alors que j'étais parti à 5h30 de Marseille et j'avais chaud. Ah oui, là t'as un t-shirt, un pull et un pantalon. Et moi je suis en t-shirt et en short. Ouais, voilà, mais bon. Ouais. Donc du coup, non, vraiment, il y a une question de climat, une question d'horizon aussi. Hein. J'avais vraiment du mal à ne pas voir l'horizon, à voir que des toits, perte de vue au maximum, au mieux qu'on puisse voir. Le manque de nature aussi, c'est quand même quelque chose qui est très important pour moi. J'ai grandi à la campagne et j'avais envie de le retrouver à un moment donné. Comme on disait un peu avant, il y a 2 ans, j'ai aussi eu un fils et du coup, la question de bouger, de revenir un peu aux origines, parce que je suis originaire de la région d'Avignon, ça s'est posé quoi aussi, de revenir un petit peu aux bases. Et voilà, et bon, Paris, ça m'a jamais vraiment trop plu, hein. J'y étais parce qu'il fallait y être. Pour le travail. Pour le travail, ouais. Ouais. Et du coup, dès que j'ai pu, maintenant je travaille de chez moi, donc je crois que si c'était pas nécessaire pour le travail de ma femme d'être à Marseille, on serait même au fin fond des Cévennes, enfin n'importe où, tant qu'il y a un petit peu de wifi, je pense que ça aurait été. D'accord. Ça aurait été au plus proche de la nature, au mieux, quoi. Ouais, c'est vraiment ça que je cherche, quoi, parce que on passe au moins 8 heures enfermé devant un ordi souvent, et du coup de sortir et de se retrouver dans un environnement qui est aussi assez cloisonné parce qu'au final, qu'on soit à Paris ou à Marseille, quand on sort, il y a encore des murs. C'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal, et du coup pouvoir sortir et voir loin, et c'est idiot, mais la mer, on voit pas le bout. C'est un peu Jean-Claude Van Damme ce que je dis, hein. Mais du coup, il y a une espèce de je sais pas, d'aventure en face de soi. On peut, on sait pas où on va. Voilà, tout est possible. Et il y a plus cette espèce de sensation d'enfermement qu'on peut avoir en ville, quoi. Du coup, ça, c'est vraiment un truc qui me fait beaucoup de bien, je crois. Oui, et puis t'as fait ton réseau, t'as pas forcément plus besoin, j'imagine, d'être dans une ville comme Paris. Non, ouais, surtout que je bosse quand même beaucoup pour l'international. Du coup, tant que j'ai ma boîte mail, en général, le business tourne, quoi. Nickel. Et puis là, t'es passé à Paris et on a pu se voir. Ça fait trop plaisir. Et c'est très chouette. C'est vrai que je passe pas souvent et j'aimerais passer plus souvent, mais bon, les Parisiens viennent jamais à Marseille. Pourquoi Mais pourquoi? Alors qu'il fait beau. Mais toi, on va te revoir en fin d'année. Je serai en décembre au salon de Montreuil, si tout va bien, au salon du livre jeunesse. Et donc pour présenter mes nouveaux livres. Rappelle-nous le nom. Les noms des livres. Ouais. Donc le Constelli des profondeurs chez La Pastèque. Comment? Le Constelli des profondeurs chez La Pastèque. 12,50 €, je sais plus. Et Grandiose chez Milan. Cool. Trop bien. Écoute, Benjamin, merci beaucoup pour ton temps. Merci de t'être arrêté avec moi. Et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc, merci à toi. Merci à toi pour ton invitation. Et puis, bonne continuation podcast. Oh yeah.
C'était ma discussion avec Benjamin Floux. Merci à lui pour cet échange que j'ai personnellement trouvé très intéressant. L'occasion pour moi de me projeter un peu plus dans la vie d'un auteur jeunesse. Si un jour je sors un livre, Benjamin aura contribué à sa façon à ma réflexion sur le sujet. D'ailleurs, si vous aussi cet épisode vous a inspiré plein de choses, n'hésitez pas à lui écrire. Vous pouvez notamment retrouver son travail sur Instagram, mais aussi sur Twitter ou encore Behance. Et si vous désirez fouiller un peu plus, je vous invite à visiter son site internet. Vous pourrez y admirer ses magnifiques illustrations, remplies d'animaux, de nature et de paysages en tout genre. Ou bien, vous pouvez également vous procurer l'un de ses livres, notamment La Mille éclats dorés ou Le Constelliste des profondeurs, aux éditions de La Pastèque. Sans oublier Grandiose, aux éditions Milan. Et pour rappel, vous pourrez le rencontrer en décembre lors de l'annuel Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Alors si vous voulez une dédicace, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toutes les infos dans les liens de cet épisode. Si cet épisode vous a plu et que vous désirez être tenu au courant des actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook ou encore LinkedIn. C'est sur ces plateformes que je communique le plus souvent, mais c'est aussi là que parfois je vous pose des questions. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai annoncé aux auditeurs que j'allais interviewer un couple d'éditeurs d'une très très chouette maison d'édition. Du coup, j'ai réalisé une petite story sur Instagram pour vous demander si vous aviez des questions. Eh bien, vous avez été nombreux à me partager vos interrogations vis-à-vis du milieu de l'édition. Merci à ceux qui se sont prêtés au jeu. Bien évidemment, je ne pourrai pas poser toutes vos questions, mais cela m'a donné une idée générale de ce qui vous intéresse. Et je compte réitérer ce type de demande pour de nouveaux épisodes. Ça m'intéresse de savoir ce qui vous intéresse. Donc, si vous avez envie de participer à votre manière à la vie de ce podcast, stay tuned et suivez-moi sur les réseaux. Vous pouvez également partager votre enthousiasme en me laissant une note ainsi que quelques étoiles sur iTunes, 5 de préférence, ou en partageant cet épisode avec un ami. N'oubliez pas non plus la newsletter, l'occasion de recevoir toutes les 2 semaines toutes les infos relatives à chaque épisode avec les liens, les notes, etc. dans votre boîte mail. Voilà, merci également à Adrien Guy pour la musique du générique. Pour découvrir son univers, suivez-le sur les réseaux sociaux @AdrienGuy_Music et pour écouter plein de sons rigolos, visitez sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.